Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue dans ce chat et cette conférence autour du sujet QVT, parentalité, comment en faire un facteur d'égalité professionnelle. On va, on est une cinquantaine de personnes connectées. On va peut-être attendre une petite minute pour que les retardataires nous rejoignent. Donc on va démarrer doucement. Je suis Sacha Tikhomirov, je suis le directeur général des Petits Chaperons Rouges, premier réseau de crèches et acteur de référence des crèches en France. On a 750 établissements propres. On accueille près de 30 000 enfants par an. Donc, vous voyez un petit peu la dimension de nos activités. Et j'ai l'immense plaisir ce matin d'être avec Cécile Gély, qui est la DRH de Bleu Libellule, qui est, Bonjour. qui est client et partenaire chez nous. Merci à Cécile d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et Cécile, peut-être vous pouvez vous présenter votre entreprise en quelques mots. Oui, donc du coup, je suis la DRH du groupe Bleu Libellule. On vend des produits de coiffure et d'esthétique, essentiellement via nos magasins, nos points de vente. Donc, on a 227 magasins en France, au Luxembourg et en Italie. On s'adresse aux clients professionnels comme aux clients particuliers. Et on embauche aujourd'hui près de 1000 collaborateurs hors franchise. Wow, c'est quand même une activité relativement importante. Et vous avez surtout des collaborateurs plutôt féminins, plutôt masculins? Alors, de par l'activité, évidemment, on a beaucoup plus de femmes. On embauche plus de 90% de femmes dans notre groupe, pas par choix, hein, mais par attirance de notre métier, qui est la beauté, la coiffure, qui attire plus de femmes que d'hommes pour le moment. Ben, on est dans des secteurs un peu similaires. Nous, on est à 98% de femmes Ah oui. dans le social et l'activité des enfants. Donc, le sujet de la parentalité est un sujet qu'on rencontre tous les jours, à la fois pour nos clients comme vous, mais aussi en interne. Exactement. Si on rentre rapidement dans le vif du sujet, si vous êtes là avec nous aujourd'hui, peut-être le saviez-vous, hein, et peut-être faites-vous partie des 94% de DRH qui estiment que l'égalité professionnelle est un des enjeux clés de la qualité de vie au travail. Je ne sais pas, il y a du retour là-dessus? Non, mais en tout cas, c'est vraiment un des points clés. Et lié à ça, il y a les enjeux d'équilibre de vie et de moment de vie des salariés dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, comment ils impactent leur vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut aider les salariés, comment l'entreprise aide les salariés pendant chacune de ces étapes à être en clé et en appui de ces points-là afin de garantir et d'aider à une égalité, à un meilleur développement personnel. Un constat qu'on a pu partager avec l'ensemble de nos clients et des chiffres du marché, hein, une conciliation vie pro, vie privée qui est très difficile, qui a été un petit peu accentuée aussi par les effets Covid. Hein. Mais si on regarde sur la période clé de l'arrivée du premier enfant, hein, on voit qu'on a 2/3 des parents qui ont des difficultés pour concilier vie pro, vie perso avec des petits-enfants. Et c'est encore plus aigu pour ceux qui font du télétravail. Pour tous ceux qui ont testé le télétravail avec des enfants en bas âge, c'est une des difficultés. Et on a généralement plus de 80% des parents qui disent avoir du mal à trouver un équilibre vie pro, vie perso, y compris avec des grands enfants. Parce qu'il faut avoir la disponibilité mentale de s'occuper de sa double vie. Et dans ce contexte-là, on se rend compte que ce sont surtout les mères qui portent cette charge-là, hein, puisque ce sont 55% des mères qui s'occupent et qui ont la responsabilité de suivre ce qui va s'occuper de leurs enfants, plutôt que 8% des pères. On voit qu'on a l'égalité qui progresse, mais malgré tout, c'est une charge qui reste principalement féminine. Et les études qu'on a faites, les retours qu'on a eus pendant la période Covid, c'est 45% des femmes, c'était celles qui assuraient la double journée professionnelle et domestique, contre un peu moins un tiers des hommes. Donc on a quand même une implication qui est majoritairement féminine. Et évidemment, ça met une charge supplémentaire sur les collaborateurs féminins de l'entreprise. Et ça, c'est un des éléments à la fois de stress et de manque d'égalité, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Cécile, est-ce que vous avez vécu
ces éléments-là pendant cette période? Alors, oui, de plusieurs manières. À titre personnel, déjà, je l'ai vécu parce que je suis moi-même parent et que j'avais mes 2 enfants qui sont scolarisés, pour qu'il fallait faire l'école et où il fallait travailler en même temps. Donc, j'ai connu la double journée. Et puis, on l'a vécu pour l'ensemble de nos collaborateurs aussi, du siège. En magasin, c'était différent puisqu'ils étaient arrêtés, donc eux ne travaillaient pas. Mais on avait quand même près de 200 personnes qui étaient en télétravail. On a pas mis les personnes du siège en chômage partiel. Donc, tout le monde a travaillé et on a vécu les doubles journées. Et effectivement, est-ce que les mères l'ont été plus que les pères? J'ai peu d'avis sur ça, puisque ayant essentiellement des collaboratrices femmes, je ne peux pas trop comparer. Mais j'ai bien vu la charge mentale, bien qu'il y ait eu aussi des avantages à ce télétravail-là, dont on pourra parler plus tard. Et juste pour continuer à partager quelques données chiffrées avec vous, hein, parce qu'on essaye dans les domaines RH aussi d'avoir des éléments quantitatifs. Hein. Les études qu'on a pu faire montrent qu'il y a 92% des salariés par an qui trouvent que l'équilibre des temps de vie est important et qu'indirectement, ça les pénalise dans leur développement professionnel et personnel aussi. Et c'est encore plus aigu pour les enfants de moins de 3 ans parce qu'il y a un besoin d'attention parentale qui est plus élevé. Et c'est encore une fois un peu plus marqué du côté des femmes. Et si on regarde dans l'égalité homme-femme, hein, le poids de la maternité est considéré et évalué comme le premier frein d'évolution dans l'entreprise. Donc, on a 84% des femmes qui considèrent que la maternité est un frein au déroulé de leur carrière. Et on voit que c'est vraiment très fort. En plus, quand on regarde aussi dans les décalages de salaire, hein, le décalage de salaire et la perte de salaire se fait vraiment au premier enfant. Et c'est très marqué quand on regarde l'arrivée sur le marché du travail des jeunes, quel que soit leur niveau de diplôme, hein, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, ils démarrent sur des niveaux de salaire qui sont identiques et le décalage des 20% se fait vraiment au premier enfant. C'était d'ailleurs un des points qui avait été relevé dans le dernier livre de Cécile Duflot, notre prix Nobel d'économie française. Et c'était ce point-là qu'elle abordait pour dire que c'est vraiment le moment clé. Si ce décalage se crée, il est très difficile de le rattraper derrière. Donc, il est essentiel de se concentrer sur ce point-là. Donc, c'est un point vraiment qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. C'est très dommage parce que finalement, pour le vivre au quotidien, souvent, sans faire vraiment de différence entre la mère et la femme qui ne désire pas avoir d'enfant, mais on a beaucoup de femmes qui partent en congé maternité pour leur premier enfant et qui reviennent avec une maturité qui apporte quelque chose à l'entreprise, je trouve. Donc, c'est une période de vie qui est très importante, même pour le développement professionnel, je trouve. Absolument. C'est-à-dire en dehors de la responsabilité sociale et sociétale qu'on a tous, hein, avoir une génération qui vient derrière et l'enjeu plus général, hein, du taux de renouvellement des populations. Si vous avez lu le rapport du Haut Commissariat au Plan qui dit que tout le modèle social français est mis en risque si on n'a pas un taux de fécondité qui est suffisamment élevé, on voit que l'accompagnement et le fait que l'entreprise favorise cette partie-là est importante au niveau social général, mais aussi pour l'entreprise elle-même. Hein. Un parent épanoui, c'est un employé serein qui est bien sur ses appuis et qui a aussi un impact sur l'entreprise qui est relativement fort. Hein. Et on voit, là, on parlait du décalage de salaire qu'il peut y avoir et qu'il faut absolument limiter, voire annuler au retour de maternité à ce moment-là. Il y a le mode de garde, hein, qui est extrêmement important aussi parce que pas de mode de garde, ça veut dire retour au travail plus tardif, ça veut dire pression aussi sur les horaires. Il faut partir à telle heure, il y a tel enfant, il n'y a pas de solution de garde, donc je reste à la maison, donc je pénalise ma carrière. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Hein. Donc on voit là-dessus que la compréhension de la situation particulière
est à gérer. Et comme le disait Cécile, ça peut aussi être un élément favorisant le développement et la maturité des personnes. Et quand, Cécile, l'expérience que vous avez de la mise en place d'accompagnement que vous avez fait chez vous, ça a donné quel type de résultat? Nous, on a vraiment réduit les périodes d'absence, en fait, avec ces actions. Après, pour moi, on a gagné en performance aussi également, mais c'est plus difficile à quantifier. En fait, on a fait 2 actions, l'une avant le départ en congé maternité où on a autorisé le télétravail non limité et une au retour, donc avec un mode de garde, enfin, des places en crèche réservées qui fait qu'on a des personnes qui reviennent beaucoup plus tôt, parfois à 80%, mais qui reviennent plus tôt, en tout cas. On a peu de congés maternité à rallonger de 4-5 mois ou 6 mois ou 1 an pour faire du congé parental. On peut avoir un petit peu si on a une place en crèche en septembre. Voilà. En général, si la personne, son congé maternité se termine en juillet, elle va prendre les 2 mois d'été en parental. Mais c'est très réduit. On a vraiment réduit l'absence avant et l'absence après. Vraiment. Et effectivement, hein, ça c'est aussi un des points qui fait qu'il y a ça pénalise le développement des collaborateurs femmes dans leur progression professionnelle. Hein. Si elles sont absentes plus longtemps, évidemment, elles ne peuvent pas bénéficier de toutes les opportunités de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment important et c'est ce qu'on voit sur cette colonne de droite au niveau de l'absentéisme et de la performance. La durée de l'absence pour nous était vraiment importante dans le sens où notre entreprise évolue très vite, on est très digitalisé et on a des projets très réguliers. On ouvre 25 magasins par an, cette année 40. Donc forcément, si vous voulez, si la personne s'en va longtemps, son retour est beaucoup plus complexe au siège. Et en magasin, on a beaucoup de nouveautés dans la beauté. C'est toujours dans l'innovation. Donc plus la personne part longtemps, plus le temps de formation à son retour est long. Donc c'est pour ça qu'on a tenté d'agir pour réduire cette absence. Donc, en magasin, avec un planning libre et des congés quand elle le souhaite et avec aussi des fauteuils. Et au siège, avec le télétravail et le retour, donc, de proposer pour tous nos collaborateurs qui le souhaitent, une place en crèche. Ouais. Et on voit que ça vient, je partage avec vous là le slide sur les mesures gouvernementales qui accompagnent cette égalité. On parle de l'allongement du congé de paternité. Il y a évidemment les aides fiscales pour les entreprises pour diminuer très significativement le coût des places en crèche. Il y a le rattrapage salarial qui est maintenant complètement inclus dans le critère d'égalité hommes-femmes, dans l'index, qui est extrêmement important. Et on voit qu'il y a un plan national pour essayer de limiter cet écart. Donc c'est vraiment d'agir sur tous ces éléments-là qui permettent d'accompagner et de continuer à favoriser le développement professionnel des collaborateurs femmes dans l'entreprise. Si on regarde sur les solutions concrètes, il y a évidemment l'accompagnement managérial, il y a l'organisation du travail. Vous en parliez, ça peut être du 80%, ça peut être du télétravail partiel, ça peut être des horaires décalés. Il y a les services qui vont faciliter le quotidien. Ça peut être évidemment des modes de garde, ça peut être un peu de conciergerie, ça peut être d'autres accompagnements, et puis le soutien financier. Et dans les 3 points que Cécile évoquait, on voit bien que là-dessus, il y a l'ensemble des points qui jouent, surtout quand on regarde, là, on voit sur l'accompagnement managérial et le soutien financier, évidemment, là, le maintien de la rémunération qui est extrêmement important à ce moment-là. Pardon, oui. C'est moi. Sur l'accompagnement managérial, je pense que c'est vraiment le point d'entrée le plus important. Le seul sujet qui doit être, par rapport à un départ en congé maternité, la seule réaction que doit avoir le manager, c'est que c'est un événement heureux. On ne doit pas avoir d'autres sujets autour d'un congé maternité à notre période. Au temps où on est, le congé maternité n'est qu'un événement heureux.
avec toutes les options que l'on a pour remplacer et pour gérer cette absence-là. Après, je comprends qu'il y a des entreprises qui sont plus petites que d'autres et que ça peut désorganiser en fonction d'un départ, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même vraiment progressé sur les outils de travail et que c'est pas un drame le départ en congé maternité pour aucune entreprise, en fait. Et c'est pour ça, comme vous le disiez, c'est très important de déculpabiliser et face aux incertitudes du genre, quand est-ce que je vais pouvoir retourner travailler, quel mode de garde je vais avoir, comment je vais organiser mon travail dans ma nouvelle vie avec souvent le premier enfant qui est la plus grosse rupture ou un autre enfant, d'avoir des services RH comme vous le faites qui sont à l'écoute et qui disent, ben voilà, il y a des solutions, on sait s'adapter et finalement, ça peut très bien marcher. On a quand même 80% de mères en France qui travaillent. Ben oui. Le premier enfant, en fait, ça change vraiment l'organisation du collaborateur. Et si, en tant que manager, on n'est pas présent pour en tout cas le déculpabiliser, lui dire mais c'est super, c'est une bonne nouvelle et la seule chose c'est qu'on va fêter l'événement et félicitations. Si on n'est pas dans ces moments-là, ces moments importants de vie de notre collaborateur, indulgent, on ne peut pas parler de bienveillance parce qu'on doit être indulgent, compréhensif, et si un service RH n'est pas bienveillant, on est quand même aujourd'hui dans une recherche de bienveillance au quotidien de tous les collaborateurs, dans toutes les entreprises où ils sont. Donc pour moi, ça passe par là, cette indulgence et cette compréhension. Et puis après, sur le deuxième enfant, en général, c'est beaucoup plus de l'organisation. Et donc là, on va être dans l'option peut-être d'un départ à 80%, d'un retour à 80%, d'une organisation peut-être plus souple, d'un planning plus allégé. Mais globalement, si la personne est moins de temps là, mais plus efficace parce qu'il perd vraiment dans l'appartenance et qu'elle sent qu'elle a besoin d'être efficace et parce que souvent, les personnes qui font des périodes très longues, ce ne sont pas les plus efficaces. Il y a des moments d'inefficacité dans la journée. Et on se rend compte que ces personnes qui réduisent leur temps de travail pour justement profiter un peu plus de leur famille, sur le temps qu'elles font, elles sont beaucoup plus efficaces, tout simplement parce qu'elles ont des objectifs et qu'elles savent qu'elles ne pourront pas le faire en plus de temps. Donc, on adapte notre temps. La difficulté qu'il y a, c'est que justement, sur ces organisations, des personnes qui veulent revenir à 80%, c'est qu'on ne peut pas remplacer 20% de leur travail, donc il faut arriver à ce qu'elles puissent s'organiser pour faire ce qu'elles faisaient avant et pour répartir ce qui manque, les 20%, avec d'autres collaborateurs. Et ça, c'est peut-être le seul sujet qu'il faut travailler avec le manager, qui en gros est un organisateur. Donc, pour moi, ça doit être ça le sujet du départ en maternité, comment tu vas revenir, comment on va organiser le travail, mais pas oh là là, tu vas pénaliser l'entreprise, parce que c'est tellement faux. Oui, donc on voit bien que l'accompagnement managérial et l'organisation, là-dessus, il faut vraiment s'adapter et qu'il y a beaucoup de leviers, comme ceux que Cécile vient de partager avec nous, et il y en a quelques-uns qui sont repris sur ce slide, qui permettent justement de s'adapter à chaque situation pour le meilleur, à la fois pour le collaborateur et pour l'entreprise. Et là, vous parliez d'environnement numérique. Hein, dès qu'on est sur des environnements numériques avec des connaissances et des savoir-faire de salariés, c'est sûr qu'on n'a surtout pas envie de les perdre et qu'il faut capitaliser dessus parce que le monde va très, très vite dans ces dimensions-là. On le voit, nous, sur les postes numériques sur lesquels on a beaucoup de difficultés à recruter des jeunes collaborateurs femmes, de pouvoir les rassurer que pendant cette période-là, elles ne vont pas se retrouver mises sur le côté, c'est un point clé. Hein. Femme ou homme, j'ai envie de dire, parce que finalement, depuis le Covid, alors avant le Covid, sincèrement, celles qui partaient en courant des réunions le soir, c'était toujours les femmes, majoritairement. Et maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus réparti. Donc, je pense qu'on tend vers en tout cas une prise de conscience des hommes, ce qui est top. Donc, homme ou femme, globalement, la souplesse dans l'organisation de travail, ça va être les sujets d'avenir en RH, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est super si vous avez pu voir justement un rééquilibrage à ce niveau-là. C'est un vrai changement, un vrai signal positif. Enfin, je trouve, c'est un avis. On peut aussi, évidemment, au niveau du retour au travail sur la maternité,
il y a le droit au rattrapage salarial, qui est maintenant quelque chose qui doit être systématisé dans les entreprises. Et après, il y a évidemment d'autres types de soutien financier. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez vous, Cécile? Alors, donc nous, déjà, on a souscrit une mutuelle avantageuse aux collaborateurs avec une prise en charge importante pour les familles. Il y a une prime à la naissance. On a donc pris des berceaux pour réserver des places en crèche. On a les CESU aussi pour toutes les personnes qui travaillent tardivement ou qui travaillent le dimanche. Bon, nous, alors par contre, on a vraiment un travail régulier sur l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Donc, il n'y a pas de rattrapage salarial, mais quand il y a une augmentation générale, elle est faite même aux personnes absentes. Donc, c'est pendant son congé maternité qu'elle est déjà augmentée. Et donc, comme on complète, elle est complétée, elle est augmentée même en congé maternité, en fait. Ah, c'est très, très bien, ça. Mais c'est vrai que ça facilite le retour et l'intégration, et on évite ce fameux décalage des 20% qui est tellement pénalisant après pour tout le reste de la carrière. Oui, nous, c'est vrai que les augmentations, même à part quand on fait des primes qui sont sur le travail, en fait, là, on extrait les personnes qui ne sont pas là. Mais sinon, tout ce qui est augmentation salariale, c'est fait même pour les personnes qui sont en congé maternité. Et puis après, on a un système de grille qui est en fonction de l'autonomie. Donc, la collaboratrice, quand elle revient, a un entretien de retour, qui est un entretien, pas forcément un entretien professionnel, mais ça peut l'être, hein, ça ressemble à un entretien professionnel. Et donc, en général, on regarde quelles sont ses envies en termes d'évolution salariale, sachant que chez nous, on est sur de l'autofixation d'objectifs et c'est eux qui valident s'ils ont une prime ou non. Donc, ça, c'est notre particularité. Ah ben, vous êtes vraiment à la pointe dans ces domaines-là, hein. De ce qu'on peut voir. De par notre métier, on est en contact avec beaucoup de DRH, mais c'est très bien d'être... Oui, parce qu'on est dans une méthode de responsabilisation depuis 2019, donc effectivement, on est avancé sur ces parties-là. Mais la parentalité, accompagner la parentalité, pour nous, ça a toujours été... alors, on l'a pas toujours fait comme aujourd'hui, hein, quand on était plus petit, on avait aussi certainement des fois l'impression que c'était un frein. Mais depuis quelques années, on accompagne la parentalité puisque nous, ce sont la majorité de nos collaboratrices. On a un âge moyen en magasin de 29 ans, au siège de 32 ans. Donc, des congés en maternité, on en a en permanence. Et donc, on a appris à vivre avec les absences des uns et des autres et à s'adapter. Finalement, c'est les équipes qui s'adaptent, qui arrivent à s'organiser, en fait. À s'organiser, c'est la liberté dans l'organisation du travail qui a fait qu'on s'en sort. Et donc, même avec plus de 90% de femmes et un âge moyen, donc, comme je vous l'ai dit, qui génère beaucoup de départs en congé maternité, on est une entreprise efficace. Donc, je suis persuadée que l'efficacité tient de l'organisation et pas du tout de la parentalité ou non des collaborateurs. Absolument. Pour partager avec tout le monde, là, juste quelques chiffres, je ne sais pas si tout le monde a ça en tête. Quand on parle, alors on a parlé, là, dans le cadre de la campagne présidentielle, il y a des candidats qui parlent de droits opposables à la garde d'enfants. Et pour vous donner quelques chiffres sur la situation française, il manque à peu près 230 000 places de crèche. Et pour tous ceux qui ont essayé d'en avoir une, ce n'est pas si évident que ça du tout. D'où la constitution, je dirais, le marché s'est organisé dans les modes de garde. Il y a évidemment les assistantes maternelles, il y a les maisons d'accueil maternelles, il y a les crèches associatives, il y a les crèches municipales, et il y a aussi un acteur important qui sont les crèches privées qui permettent de proposer, de combler ce déficit de places de crèche, et ce qui permet justement aux employeurs de leur garantir une place de crèche. Et pour tous ceux qui ont essayé récemment dans certains secteurs géographiques d'avoir des places de crèche, nous, grâce à notre réseau, en 7 jours, on vous trouve une solution. Alors, elle peut être
dans 95% des cas à 5 minutes à pied, dans d'autres pourcents, pas toujours tout de suite juste à côté, hein, parce qu'on est quand même relativement plein, mais on trouve toujours une solution de garde. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de donner de la sérénité juste avant le retour. Hein. Et je voulais juste vous partager avec vous quelques petits éléments. Hein. Déjà, la crèche, pourquoi c'est aujourd'hui le mode de garde privilégié des parents? C'est parce que ce n'est pas que de l'accueil, il y a aussi de l'éveil. Et il y a des programmes et des cadres pédagogiques qui sont relativement importants, qui viennent préparer les enfants et les éveiller, en plus de la dimension de socialisation. C'est une solution qui est plutôt plus fiable, puisque comme on travaille en équipe, s'il y a une personne qui est absente, on a toujours d'autres personnes qui sont là. Et on a des équipes suffisamment nombreuses pour pallier les absences des unes et des autres. On a des maillages aujourd'hui qui permettent d'être proches du domicile. On n'est plus du tout comme il y a 10 ans sur des établissements qui sont proches du lieu de travail. Là, on est vraiment proche du domicile pour permettre de poser l'enfant le matin avec des horaires qui permettent de poser le matin, récupérer le soir, sans qu'il y ait forcément à accompagner son enfant ou que l'enfant accompagne pendant les transports. Et puis en plus, on peut avoir des solutions flexibles. Hein. Ça peut être du temps plein, ça peut être des temps partiels, ça peut être pendant les vacances. Donc on a une flexibilité dans l'organisation qui est assez grande. Et en plus, on est dans un secteur régulé par le gouvernement, ce qui fait que pour les parents, la place est exactement au même prix, quel que soit le mode de garde en France. Hein. Donc souvent, ce n'est pas connu, mais ça, c'est quel que soit le mode de garde. Donc moi, c'était quelque chose, excusez-moi, je vous ai coupé, bien sûr, mais c'était quelque chose qui a fait basculer notre choix aussi d'accompagner en ce sens. Bon, au-delà du fait que tout ce que vous venez de dire est très vrai dans la réalité, c'est une mise en place que l'on a faite, il me semble, depuis déjà 4 ans, je pense. 3-4 ans, ouais, peut-être plus même. Excusez-moi, je n'ai pas les dates en tête. Mais c'est vrai qu'une solution est trouvée pour 99,9% des collaborateurs. Mais c'est surtout que ça a un coût, la crèche, qui est parfois 2 fois moins important qu'avec une assistante maternelle. Donc, pour les collaborateurs, c'est vraiment un gain financier. Et ça, c'est important parce que malgré tout, et il faut qu'on en ait conscience, et particulièrement en ce moment, avec la notion de transport, quand on commence à travailler avec son premier enfant, par exemple, on garde en général le même revenu avec un mode de garde qui est coûteux, qui coûte pour la majorité de nos collaborateurs, en tout cas, qui ne sont pas au SMIG. Hein. Et s'ils comptent la crèche plus l'essence, moi actuellement, j'ai des collaborateurs quelques-uns, et pas beaucoup, parce que justement, on arrive à trouver des solutions de garde moins coûteuses, mais entre l'essence et une assistante maternelle, par exemple, parfois, certains n'ont pas d'intérêt à venir travailler. Donc, financier, je parle. Donc, l'avantage de la crèche, c'est aussi le coût, au-delà de tout ce que vous venez de dire, qui est 2 fois moins important, même si la mesure n'est pas de prendre en charge... J'insiste parce que moi, je m'étais posé la question quand je recherchais. Voilà, l'entreprise ne prend pas en charge les coûts de crèche, mais par contre, il y a un prix qui est négocié et qui permet, de réduire le coût de garde de l'ensemble de nos collaborateurs. Pour être très concret et donner quelques illustrations, donc on applique les calculs de coûts pour les parents qui sont définis par la CAF, donc ce sont des formules un peu compliquées, mais ça va pour un parent en fonction de la situation familiale, la situation de revenu, à 26 centimes de l'heure jusqu'à 5,50 € de l'heure. En sachant que pour ce tarif horaire, il y a évidemment les couches, tous les produits d'hygiène qui sont fournis et les repas qui sont fournis. Sans compter évidemment des professionnels diplômés qui font de l'accueil et de l'éveil. Mais si on regarde effectivement sur les amplitudes horaires, comme c'est adapté à la situation de revenus et à la situation du foyer, ça devient tout à fait abordable et ça permet effectivement de trouver un mode de garde qui est le bon compromis
entre la qualité et un coût extrêmement efficace pour les parents. Et on a vu aussi, là, on parle de personnes qui sont déjà dans les entreprises, mais nous, on a pu avoir, en particulier à travers nos clients qui sont dans la tech, ils considèrent maintenant, compte tenu de la pénurie de talents et de la bataille qu'il y a un petit peu pour recruter des jeunes talents, surtout féminins, dans les domaines technologiques et informatiques, que c'est expliquer et démontrer aux candidats qu'il y a des solutions d'accompagnement des différents moments de la vie, hein, pas juste l'arrivée du premier enfant ou du deuxième enfant. Et sur ces autres moments-là, ça devient maintenant un avantage compétitif assez fort. Ça, oui, nous, effectivement, on le met en avant sur notre site carrière et dans l'ensemble dans toute notre marque employeur. Le fait de proposer une crèche, des places en crèche aux collaborateurs, ça pèse dans la balance, évidemment. Et bon, nous, ça nous a certainement aussi aidé à obtenir le label Best Workplace for Women, mais je pense qu'aujourd'hui, et particulièrement avec l'après-Covid, les collaborateurs recherchent un équilibre vie personnelle et vie professionnelle avant même. En fait, le sens est plus important que tout. Donc, ils vont chercher, bien sûr, un métier qui leur plaît et une entreprise qui leur plaît et une entreprise qui les comprend. Et les comprendre, c'est aussi comprendre que pour travailler, pour avoir envie de travailler, on doit avoir le sentiment, en tout cas, d'être rémunéré à sa juste valeur. Et la rémunération qu'un collaborateur a le sentiment de percevoir, c'est celle qui reste après qu'il ait payé sa garde, la garde de ses enfants et son essence. Donc, plus on aura d'action sur cette partie-là, plus on arrivera à fidéliser nos collaborateurs et à les faire venir. Oui, et un point qu'on entend, nous, régulièrement, c'est de dire oui, mais en fait, dans une entreprise, il n'y a qu'une partie des femmes qui sont enceintes et qui ont des petits-enfants. En fait, les retours qu'on a, c'est que ça infuse sur l'ensemble des jeunes familles, surtout quand on a des populations jeunes, parce que si ça ne les concerne pas une année, ils savent que ça va probablement les concerner l'année d'après ou l'année d'après. Donc, c'est un cadre sécurisant global qui joue en faveur de cette sérénité et de la fidélité des collaborateurs. Ça développe la confiance mutuelle, tout simplement. En fait, c'est un acte de confiance, c'est un acte de bienveillance et ça développe la confiance mutuelle. Et cette confiance mutuelle, pour que les personnes se sentent appartenir à une entreprise, elle est essentielle. Donc oui, nous, on a même des collaborateurs qui nous disent « j'aurais besoin d'une place en crèche en 2025 ou 2026 ». Alors bon, ça fait sourire, mais en tout cas, ça leur permet de se projeter et d'être dans une entreprise. Ils ont l'impression d'être dans une entreprise où ils vont pouvoir rester. Et c'est ça l'enjeu, particulièrement dans nos métiers où on a beaucoup de formation, puisqu'on ne recrute pas de coiffeurs et qu'on forme les vendeurs à la vente de produits de coiffure. Nous, notre enjeu, c'est de garder, de fidéliser les talents. Donc, un collaborateur qui sait qu'il va être, en tout cas, qu'on va avoir des solutions à lui apporter à chacune des périodes de sa vie, il se projette. Et ça, c'est l'objectif de la mesure, en tout cas. Voilà ce qu'on comptait de façon peut-être un peu plus formelle à partager avec vous, avec Cécile. Est-ce que vous avez des questions à partager avec nous sur le chat? Alors, je vois que Chantal nous demande quel est le label dont je parle. Alors, nous, on a 2 labels. Le premier, c'est qu'on est entreprise où il fait bon travailler. C'est le label de Great Place to Work, donc le label de Best Workplace. C'est le premier label que l'on a depuis 3 années consécutives. Et en fait, dans ce même label, ils ont créé il y a 2 ans un label qui est le même, mais pour les femmes. Donc, Best Workplace for Women. Et c'est ce label qu'on a obtenu 2 années de suite. Voilà, alors exactement, c'est ça, Luna, parce que je m'étais posé la même question. Non, le collaborateur paye sa crèche, en fait, au tarif de CAF, mais
Mais nous, on lui permet, en réservant en fait une place en crèche, d'obtenir un tarif que nous garantit les petits chaperons rouges dont vous a parlé Sacha tout à l'heure. Je ne sais pas, Sacha, si vous pouvez redonner les tarifs. Pour les parents, hein, le tarif parent, on va être très très concret. Le tarif parent, ça dépend du coefficient familial, de la situation familiale. Donc, c'est calculé à l'heure, ça va de 26 centimes à peu près 5,50 € et quelques, ou 5,60 €. Donc, on voit que c'est abordable, puisque par définition, quand on part sur des salaires les plus bas dont vous parlez, Cécile, on va être sur des tarifs qui sont beaucoup moins importants, que ce soit la garde partagée ou une nounou. Oui, en gros, pardon, je vous écoute. Pardon, les entreprises, ça c'est la part par an. Les entreprises, quand elles réservent une place de crèche chez un opérateur privé, que ce soit chez nous ou chez d'autres opérateurs, le coût pour l'entreprise, on peut dire, c'est après aide fiscale, c'est de l'ordre de 250 € par mois à peu près, pour être très concret. Juste, en gros, nous, ce que l'on avait calculé, en moyenne, si on prenait une même collaboratrice avec son salaire, on en avait pris un petit échantillon de 3-4, elles arrivaient avec un coût en crèche autour de 2 € de l'heure, et elles auraient payé chez une assistante maternelle 4 €. Voilà, donc on était vraiment, donc je parle de 2 € parce qu'on était sur des collaboratrices qui étaient un peu plus haut que le SMIC quand même, avec en général 2 salaires, mais c'est ce qui nous paraissait être le modèle un peu plus classique chez nous, en tout cas. Donc voilà, on était autour de 2 € de l'heure, quand chez une assistante maternelle, ils en auraient eu pour 4. Et ensuite, comment avez-vous sélectionné les crèches? C'est pas nous qui sélectionnons les crèches, c'est les petits chaperons rouges. Donc, je laisse Sacha répondre à cette question. Ce sont toujours les parents hein, qui si on prend le cas d'une entreprise qui a sélectionné un opérateur de crèche, les parents sélectionnent la crèche qui est au plus près de chez eux. Et donc, ils nous approchent en nous disant, ben voilà, j'ai une crèche à 5 minutes de chez moi, est-ce que je peux avoir une place? Et si on a un accord avec l'entreprise, on a une place. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est les parents qui sélectionnent. Parfois, la crèche, elle peut être plus à gauche, plus à droite sur la rue. Ça dépend. C'est plus facile pour le mari, pour la femme quand il va le chercher. Donc, c'est vraiment le parent qui sélectionne sa crèche et on la prend au sein du réseau avec lequel l'entreprise a signé un accord de partenariat. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Concrètement, nous, comment ça se passe? Souvent, on a des collaborateurs qui disent, bon, ben, moi, j'aimerais que mon enfant aille dans cette crèche. Soit on a de la chance, c'est une crèche petite chaperon rouge, et là, ça se fait très facilement. Soit c'est une crèche qui n'est pas encore dans le réseau ou qui fait partie du réseau plus large des petits chaperons rouges, mais très sincèrement, la majorité du temps, les petits chaperons rouges alors, je le dis très librement, hein, on réussit à trouver une solution pour que la crèche qui avait été sélectionnée puisse rentrer dans notre accord. Donc ça, c'était hyper positif. Alors Virginie, je suis la DRH du groupe Bleu Libellule. Je ne sais pas si vous connaissez, on vend des produits de coiffure et d'esthétique, et on a plus de 220 magasins en France. Donc une population particulièrement féminine. Et répartis sur tout le territoire aussi. Hein. Et répartis partout en France. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de magasins en région parisienne où il y a plusieurs solutions de mode de garde, mais on a aussi des magasins plutôt isolés, comme Pontarlier ou autres, où il y a peut-être des fois moins de solutions, et finalement, on a vraiment une réponse à chaque fois pour nos collaborateurs. Alors nous, en termes de coûts, ça se passe tellement bien qu'on a même nos CSE, puisqu'on a 3 grosses sociétés, on a nos CSE qui prennent maintenant un berceau chacun. Donc ça nous a permis d'avoir plus de berceaux, sachant comme on augmente notre nombre de magasins chaque année, on augmente notre nombre de places chaque année aussi.
Merci beaucoup, Cécile. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Il y a Virginie qui est en train de taper. Oui. En fait, c'est nous qui les refacturons. Ils nous ont dit on prend un berceau. Alors nous, on a plusieurs sociétés. On a une société de service qui est notre siège, donc avec une crèche qui est vraiment très à côté de chez nous et qui est une crèche Petit Chaperon Rouge en plus. On a une société qui fait toute notre logistique et on a 2 autres sociétés, Bleu Libellule et Nix, que l'on vient de reprendre. Donc, en gros, notre CSE du siège a pris une place en crèche à la crèche qui était à côté de notre siège. Et donc, on leur facture chaque année, on leur facture le berceau que nous, on paye. Et la logistique a pris aussi un berceau. Et on est en train de voir avec Bleu Libellule et Nix pour qu'ils prennent peut-être plusieurs berceaux aussi à leur place. En fait, nous, on refacture. Ce n'est pas eux qui payent en direct. Oups. Alors, c'est une question. En fait, quand on crée notre plan de développement RH, on essaye de favoriser chaque population parce qu'effectivement, nous, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants. On a une population très jeune, donc qui n'ont pas d'enfants. Mais comme le disait tout à l'heure Sacha, finalement, ça montre juste de la compréhension. Donc, bon, nous, on agit aussi dans les périodes de mariage. Le PACS, on donne les mêmes avantages que pour les mariages. On essaye d'agir pour les périodes de formation, dans les moments aussi où on accompagne, on a beaucoup d'alternants et on est capable aussi d'accompagner une pré-retraite. Donc, on essaye vraiment d'accompagner chaque période de vie et ça donne juste, je pense, un sentiment de compréhension et ça rassure le collaborateur, même qui n'a pas d'enfant. Il a le sentiment d'être face à de la bienveillance. Donc, vraiment, alors pour autant, quand on fait une augmentation générale, j'ai des personnes qui sont capables de m'appeler pour me dire pourquoi moi j'ai été augmentée autant qu'elles qui travaillent moins bien que moi. Mais dans des actions comme ça où on accompagne la parentalité, je n'ai jamais de mauvais retour, vraiment, de personnes qui ont le sentiment qu'il y a une action faite pour une population et pas pour une autre. Donc, non, je pense pas. Et puis, dans la période actuelle, j'ai aussi des personnes qui me demandent, alors parce que nous, c'est un peu particulier, on est en train de mettre en place le temps de travail choisi, c'est-à-dire que chaque collaborateur peut travailler, s'il le souhaite, entre 28 heures et 37 heures, payer 28 heures et payer 37 heures, mais en gros, il fait le choix tous les 6 mois de la durée de travail qu'il va travailler. Et on a des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui veulent travailler 28 heures aujourd'hui pour faire autre chose. Nous, on a aussi beaucoup de coiffeuses qui travaillent à côté ou d'esthéticiennes qui travaillent à côté, donc non, j'ai le sentiment en tout cas qu'il n'y a pas ce sentiment d'inégalité. Alors Laura, nous sommes en train de mettre en place un contrat cadre avec elle pour ouvrir les versions. Alors la sélection, alors nous jusqu'à maintenant, finalement, on avait pris dans un premier temps 15 berceaux, mais on était beaucoup plus. Et on a, jusqu'à cette année, on n'a jamais eu de berceau qu'on avait à refuser. Parce que, globalement, on a eu toujours de la place pour tout le monde. Parce que quand on prend 15 berceaux, comme l'expliquait Sacha tout à l'heure, c'est 15 berceaux temps plein. Donc, des gens qui mettent 5 jours sur 5 leurs enfants en crèche, ce n'est pas forcément le cas. Souvent, on laisse un jour chez la maman, un jour chez la belle-mère, et du coup, on prend vraiment que 3 jours. Donc, 15 berceaux, ça donne parfois une vingtaine de places. Donc, si vous prenez 4 berceaux, vous allez peut-être avoir 8 places finalement. Donc, souvent, et là, je vous invite à voir avec les petits chaperons rouges parce qu'ils vont vous conseiller quel est le bon nombre à prendre. Et en général, ce qu'ils conseillent est plutôt juste. Bon, nous, on a eu un baby boom là, après Covid, vraiment maternité complète. Et alors qu'on n'avait jamais de liste d'attente, cette année, on en a eu 15. Ce qui est gênant, je suis d'accord avec vous, parce que là, par contre,
on peut créer de l'insatisfaction. Donc, bon, nous, on a augmenté notre nombre de berceaux en négociant avec les CSE, et en ajoutant un peu. Mais on fait forcément... alors, on n'a pas priorisé le temps plein, parce que c'est un peu injuste. Finalement, le temps partiel a autant besoin que le temps plein. On a fait sur l'ancienneté, parce que c'était le critère le plus facile pour nous, qui s'expliquait le mieux. Voilà. Et si un enfant, par exemple, si on a déjà un enfant dans cette crèche, voilà. On essaye de faire au cas par cas, mais là, c'est, je vous l'avoue, toujours délicat parce que ça crée des insatisfactions. Mais je pense que ça dépend des années, vraiment. Et pour complémenter sur la réponse à Laura, ça dépend vraiment de la politique sociale que l'entreprise veut mettre en place. On a des entreprises qui peuvent être publiques ou privées, hein, qui vont vouloir favoriser, par exemple, les enfants porteurs de situation de handicap dans les listes, qui vont et on va avoir un échange avec elles, hein, ces entreprises, qui vont favoriser les mères célibataires ou célibataires de fait, j'ai envie de dire, hein, qui peuvent être toutes seules, qui ont besoin, qui vont plutôt favoriser les salaires inférieurs, ou alors qui vont favoriser l'éloignement, qui vont prendre comme critère l'ancienneté, l'éloignement du domicile, les situations sociales particulières. Donc, c'est vraiment à regarder au cas par cas en fonction de la typologie des salariés de l'entreprise et de la politique sociale de l'entreprise. Donc, et effectivement, en jouant sur les temps pleins, les temps partiels et les autres solutions qui peuvent permettre d'accueillir et d'offrir un maximum de solutions. Est-ce que c'est un rôle de l'État plutôt que celui de l'entreprise? On voit bien quand même que ces dernières années, l'entreprise a de plus en plus de rôles, hein, qu'elles le veulent ou non, malheureusement. Je pense que c'est devenu, en tout cas, l'accompagnement des moments de vie des collaborateurs, c'est devenu un rôle de l'employeur. Et donc pour moi, oui, il y a un rôle de l'État, évidemment, mais on ne peut pas attendre. Et si on veut se différencier, il faut qu'on aille au-delà, finalement. Et aujourd'hui, se différencier en tant qu'entreprise, c'est aller chercher des talents qui iront chez nous plutôt que chez un autre. Donc, en ce sens, je pense que ça a un intérêt pour l'entreprise. Et qui s'occupe de la logistique des berceaux, chez nous, en tout cas, au service RH, on s'occupe uniquement de l'attribution, de la demande de berceaux et du transfert avec les petits chaperons rouges. Et puis après, Sacha, je vous laisse expliquer, mais c'est les petits chaperons rouges qui gèrent tout. Oui, une fois que l'entreprise a entre guillemets, nous a donné son accord pour qu'on accueille un parent, après, nous, on s'occupe de tout avec les parents, hein, puisqu'évidemment, il n'y a que des situations individuelles et on va gérer au cas par cas. Chaque parent va décider des horaires qui lui correspondent, des jours qui lui correspondent, du nombre de jours de vacances qu'il veut dans l'année. Donc là-dessus, on est très flexible. Sacha, Cécile, pardonnez mon intrusion. On dépasse beaucoup. Oui, excusez-nous. On s'est laissé emporter. On va passer à la prochaine conférence. Je vous laisse conclure. Voilà. Oui. En tout cas, je croyais que c'était jusqu'à 14h. Je n'avais pas compris. Mais Cécile, un très très grand merci. Merci pour ce témoignage, je dirais, ancré dans le réel et qui partage vraiment des bonnes pratiques avec tout le monde. Merci à vous. Et merci à tous les participants et participantes qui ont échangé pendant ce moment privilégié. C'est ça. Merci à tous, en tout cas, pour votre écoute, vos questions pertinentes. Et c'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets-là, qui sont nos sujets quotidiens. Donc, merci beaucoup.